Mes parents ont dit que je pouvais me joindre aux vacances familiales si je payais ma part. J'ai dit non merci. Puis j'ai reçu une notification. Ma carte était déjà débitée pour leur vol, leurs hôtels et leur forfait spa. J'ai juste ouvert mon application, cliqué sur Contester tout et bloqué la carte. À la porte d'embarquement, mon frère a envoyé un texto, il refuse nos billets. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu, ce que tu as dit, je paie ma part. Le lendemain, ils ont cambriolé ma maison. Et puis, quand mes parents m'ont dit qu'ils allaient à Hawaï et que je pouvais venir aussi si je payais tout moi-même, je n'ai pas protesté. J'ai juste souri et dit non merci. Je me suis dit qu'ils reviendraient avec des souvenirs ringards, peut-être 1 ou 2 coups de soleil, et que je continuerais ma vie comme d'habitude. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils essaient de m'entraîner financièrement. Quoi qu'il en soit, c'était une semaine avant leur départ quand j'ai eu la première intuition que quelque chose clochait. Je vérifiais mon application de carte de crédit pour m'assurer que j'avais suffisamment de crédit disponible pour un achat de matériel professionnel. C'est là que j'ai vu ça, 11 500 $ de frais et billets d'avion, un complexe hôtelier en bord de mer à Maui, forfait spa, réservations anticipées de gastronomie, et un ajout d'excursion romantique qui n'était clairement pas pour moi. J'ai pensé que c'était une tentative de fraude jusqu'à ce que je voie la confirmation par email liée à mon nom et à mon adresse. J'ai appelé le complexe hôtelier. Mes parents avaient réservé un voyage de luxe pour eux-mêmes, ma sœur et son petit ami, tous à mon nom et sur ma carte. Ils savaient que je n'aurais pas accepté s'ils l'avaient demandé. Je suppose qu'ils pensaient pouvoir le faire passer pour un malentendu après coup. Ou peut-être qu'ils ne pensaient pas que je le remarquerais avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit. Ce sur quoi ils ne comptaient pas, c'est que je n'étais pas d'humeur à me faire manipuler. Je ne les ai même pas appelés. J'ai juste ouvert l'application et cliqué sur Contester tout. Ensuite, j'ai appelé la société de cartes, j'ai tout expliqué et j'ai fait bloquer et remplacer la carte. Cela a pris environ 15 minutes au total. Je sortais de mon bureau quand mon téléphone a vibré. Un texto de mon frère est apparu, qui n'était même pas invité au voyage, d'ailleurs, probablement parce qu'il est trop fauché pour impressionner qui que ce soit. Il refuse de nous donner nos billets. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai juste écrit en retour, ce que tu m'as dit de faire? Je paie pour moi-même. Apparemment, la compagnie aérienne n'a pas bien pris le fait que la carte ait été signalée pour fraude et que la réservation ait été annulée en plein milieu de l'enregistrement. Je n'ai plus rien entendu d'eux jusqu'au lendemain vers 9 h du matin. J'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. C'étaient mes parents, ma sœur et son petit ami. Ils n'étaient pas bronzés et détendus. Ils avaient l'air furieux et embarrassés. Ils n'ont même pas attendu que je les invite à entrer. Ils m'ont juste bousculé, criant les uns sur les autres, exigeant de savoir comment j'avais pu leur faire ça. Le petit ami de ma sœur était silencieux au début, juste un peu stupéfait. Il lui avait dit que j'avais proposé de payer le voyage. Ils n'avaient pas l'argent pour le couvrir. Ils avaient passé des semaines à vanter l'idée de vacances en famille, et maintenant ils avaient l'air de menteurs et de profiteurs parce que c'était le cas. Je leur ai demandé sans détour pourquoi ils pensaient pouvoir simplement se servir de tout ce que j'avais. 11 500 $, ce n'est pas seulement de l'argent pour les vacances pour moi. C'est tout. Je leur avais donné accès à une carte secondaire pour les urgences, les vraies, pas pour vivre une fantaisie à Maui. Ils ont essayé de le faire passer pour un investissement dans l'avenir, que je devrais être heureux d'aider la famille, surtout qu'ils essayaient d'impressionner quelqu'un qui pourrait bientôt en faire partie. Cette partie a cliqué bizarrement avec moi. Le petit ami de ma sœur me connaissait à peine, mais apparemment, j'étais déjà censé financer son approbation. Quand ils ont réalisé que je ne cédais pas, ils sont sortis en trombe. Ma mère a crié quelque chose sur la façon dont elle allait être humiliée quand les gens découvriraient qu'ils n'étaient pas partis en voyage. Mon père a murmuré quelque chose sur les enfants ingrats. Ma sœur ne voulait même pas me regarder. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Je pensais vraiment qu'ils me laisseraient tranquille après cette scène dans mon salon. Qu'une fois qu'ils auraient réalisé que le voyage n'aurait pas lieu et que l'argent ne réapparaîtrait pas comme par magie, ils allaient bouder et mijoter en privé. Mais c'était ma famille. La logique ne signifiait pas grand-chose pour eux. Cela a commencé discrètement. Quelques emails de fournisseurs demandant si ma mère s'occupait toujours de la facturation. C'était étrange parce qu'elle n'avait rien touché depuis des jours. Je me suis connecté à mes systèmes d'entreprise et j'ai vu que son compte était toujours actif, fouillant, ne changeant rien, juste en regardant. Elle m'aidait avec des tâches administratives depuis environ 1 an.
Je la payais 2200 $ par mois pour gérer les emails, la facturation et quelques suivis de clients. C'était surtout du travail d'occupation, mais elle adorait dire aux gens qu'elle gérait une partie de mon entreprise. Cela la faisait se sentir importante et je me suis dit, pourquoi pas? Cela me faisait gagner du temps et elle ne me dérangeait pas. Mais maintenant, après ce qu'ils ont fait, j'en avais fini de jouer les gentils. J'ai révoqué son accès ce soir-là, changé les mots de passe, verrouillé les comptes, notifié les clients directement. Le lendemain matin, elle a laissé une série de messages vocaux allant de la confusion à la fureur. Ensuite, elle a envoyé un long email sur la façon dont je l'avais dépouillé de sa dignité et que je laissais l'argent ruiner notre famille. Aucune mention des fonds volés pour les vacances. Aucune excuse. Puis mon père s'est pointé. Pas d'appel. Il a juste sonné à la porte, les bras croisés, attendant comme si c'était moi qui lui devais quelque chose. Il est entré comme s'il était chez lui, s'est assis et a commencé à parler de la façon dont cette famille était toujours soudée. Il a dit que je prenais les choses trop loin, qu'il ne pensait pas que je contesterais réellement les frais, et maintenant ils étaient embarrassés devant le petit ami de ma sœur. Je n'ai pas dit grand-chose jusqu'à ce qu'il aborde la question de l'argent, qu'il traversait une période difficile et qu'il voulait juste donner à la famille une raison de sourire. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. 11 500 $ pour des forfaits spa, des chambres de luxe et des vues sur l'océan? Ce n'est pas vraiment un budget de sourire. Je lui ai dit que je savais ce qu'il faisait vraiment. Que les vacances n'étaient pas seulement pour la détente. C'était une performance. Ils essayaient de convaincre Liam, le petit ami de ma sœur, que nous étions une famille parfaite, financièrement à l'aise. Que s'il l'épousait, il épouserait la stabilité, et peut-être qu'il se sentirait obligé de les aider, de les soutenir, de les porter comme je le faisais discrètement depuis des années. Mon père n'a même pas protesté. Il s'est juste tué et est parti. C'est là que j'ai su que je devais parler à Liam. Je l'ai contacté, je lui ai dit que nous devions parler, juste nous deux. Pas de drame, pas de pression. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner tranquille près de chez lui. Je lui ai tout raconté sur l'argent, le voyage, la vraie raison derrière tout cela, qu'ils avaient utilisé mon nom, ma carte et qu'ils avaient essayé de me faire passer pour un frère généreux pour cacher leur désespoir, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me rembourser. Il ne s'est pas fâché. Il n'a même pas eu l'air surpris, il s'est juste assis là, a hoché la tête lentement et m'a remercié d'être honnête. Il a dit qu'il se demandait pourquoi tout semblait si performatif ces derniers temps, comme si on essayait de lui vendre quelque chose. Une semaine plus tard, il m'a appelé à l'improviste. Il a dit qu'il appréciait ce que j'avais fait et qu'il avait réfléchi, il avait cette entreprise parallèle, rien d'ostentatoire, mais elle prenait de l'ampleur rapidement, trop rapidement pour qu'il puisse la gérer seul. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse organiser le chaos, quelqu'un qui puisse transformer un gâchis croissant en quelque chose de stable. Il pensait que j'étais cet homme. Je ne me suis pas engagé tout de suite, mais j'étais curieux. Nous nous sommes rencontrés à nouveau et il m'a expliqué les chiffres, les projections, les clients qu'il avait en ligne. Ce n'était pas une arnaque ou une faveur. C'était réel, un partenariat. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais dans ma tête, je savais déjà que j'étais partant. J'avais juste besoin de régler une dernière chose avant de me lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que l'ancienne vie finançait discrètement les illusions de ma famille tout en gérant une petite entreprise que je n'aimais même plus, cette partie était terminée. Quelque chose de plus grand arrivait. Je pouvais le sentir. Une fois que j'ai décidé de quitter ma petite entreprise et d'accepter l'offre de Liam, j'ai commencé à bouger différemment. Calme, concentré. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai même pas dit à mes amis proches. Moins de gens le savaient, moins il y avait de chances que ça se retourne contre moi. Le bail de l'entrepôt touchait de toute façon à sa fin. J'ai cessé d'accepter de nouveaux contrats et j'ai commencé à me débarrasser de l'équipement. Pas de fermeture dramatique, juste une liquidation discrète. Je ne devais d'explication à personne et je n'étais pas d'humeur à en donner. Mais même dans le silence, ma famille savait que quelque chose avait changé. Cela a commencé avec ma sœur. Elle a envoyé cet email rédigé avec soin, plus comme une lettre de thérapie qu'autre chose, disant qu'elle comprenait que j'étais bouleversé et qu'elle respectait mes limites. Ensuite, elle a ajouté à quel point ma mère était stressée, comment papa mangeait à peine, comment la maison se sentait froide. Elle a dit qu'ils essayaient tous simplement de faire quelque chose de bien pour une fois et que ça avait mal tourné. Elle n'a pas mentionné les 11 500 $. Pas une seule fois.
Je l'ai lu et n'ai pas répondu. C'est alors que son ton a changé. L'email suivant était plus court, plus vif. Elle a dit que j'avais fait valoir mon point de vue et que j'étais juste cruel maintenant, que je les avais embarrassés devant Liam, que j'avais humilié nos parents, et que si je pensais pouvoir simplement partir après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, j'étais délirant. Cette partie m'est restée en tête, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je suppose que dans son esprit, me loger et me nourrir enfant venait avec des intérêts. Je l'ai laissé non lu. Un jour plus tard, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, 5 minutes de divagation qui ont commencé en larmes et se sont terminées en colère. Le script habituel. Je brisais la famille. Je laissais l'argent me changer. Je les poussais dans la pauvreté. Puis elle a mentionné l'entreprise. Elle a dit qu'elle avait remarqué que son accès avait été coupé. Elle a appelé ça une réaction excessive, comme si voler des milliers de dollars sur ma carte et essayer de manipuler un étranger pour qu'il soutienne leur retraite n'était qu'une conversation de dîner maladroite. Ce message vocal a été suivi d'un message de mon père. Il a sauté la culpabilité et est allé droit à la rage. Il a dit qu'il avait perdu le contrat de consultant. Apparemment, quelqu'un l'a dénoncé pour avoir facturé des heures qu'il n'avait jamais travaillées. Il m'a blâmé pour avoir déclenché la réaction en chaîne, a dit que je lui avais donné une mauvaise image, qu'il ne pouvait plus rien faire maintenant à cause du gâchis que j'avais fait, comme si tout cela était de mon fait. Puis est venu le moment où j'ai su qu'il perdait le contrôle. Ils m'ont envoyé un email conjointement cette fois avec une offre de commencer à me rembourser pour les vacances, 100 dollars par mois. J'ai regardé le message, pensant que ce devait être une blague. À ce rythme, je récupérerai mon argent vers 2030, et ils voulaient que je l'accepte par écrit, probablement pour pouvoir l'utiliser comme levier plus tard et dire que j'avais accepté les conditions. J'ai répondu avec une seule phrase, non. C'était tout. Après ça, c'est devenu personnel. Ma sœur m'a accusé de saboter sa relation. Elle a dit que Liam s'éloignait et que c'était de ma faute. Elle m'a dit que je l'avais utilisé pour me venger de la famille, que je l'avais empoisonné avec des mensonges, que je l'avais fait douter d'elle, et maintenant elle avait l'air pathétique devant quelqu'un qu'elle voulait épouser. Cette accusation m'a fait réaliser quelque chose. Elle n'était pas en colère à propos de la rupture. Elle était en colère à propos de l'exposition. Liam a vu derrière le rideau et maintenant elle ne pouvait plus manipuler les choses. J'ai appelé Liam le lendemain. Je ne l'ai pas mis sous pression, je n'ai pas demandé de détails. Je lui ai juste dit que peu importe ce qui arrivait avec ma sœur, j'appréciais ce qu'il avait fait en écoutant, en étant honnête avec moi, pour l'opportunité. Il m'a remercié pour la même chose. Ce soir-là, il a mis fin à sa relation avec elle. Et c'est là que tout a explosé. Mon téléphone s'est illuminé comme un arbre de Noël, appels, textos, messages vocaux, emails, tous furieux. Ma mère a crié sur la façon dont j'avais ruiné l'avenir de ma sœur. Mon père a dit que je ne faisais plus partie de la famille. Ma sœur a dit qu'elle espérait que je finirais fauché et seul, et que Liam ne faisait que m'utiliser. Ils ont dit que j'étais un serpent, un traître, une honte. Ils ont clairement fait savoir que j'étais mort pour eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je venais de sécuriser mon avenir. Liam et moi étions en train de finaliser les contrats pour la nouvelle entreprise. Ma part serait substantielle, bien au-delà de ce que j'avais jamais gagné avec la petite entreprise. Je ne croulais pas encore sous l'argent, mais j'étais sur la bonne voie. Pour une fois, je pouvais respirer sans me demander quel coin de ma vie ils essaieraient de contrôler ensuite. Et les 11 500 dollars ? Ils étaient déjà en train d'être remboursés grâce à la contestation de fraude. Je ne perdais plus le sommeil à cause de ça. J'avais passé des années à être le plan de secours pour des personnes qui n'en avaient jamais eu un à elles. Maintenant, ils allaient devoir se débrouiller sans moi. Après que Liam ait rompu avec ma sœur, tout dans le monde de ma famille s'est désagrégé rapidement. La rupture n'a pas été discrète non plus. Apparemment, elle avait dit à ses amis qu'ils étaient déjà en train de faire du lèche-vitrine pour des bagues, avait même fait allusion à une possible fête de fiançailles. Elle était effondrée, non pas parce qu'elle l'avait perdu, mais parce qu'elle avait perdu l'image, l'avenir qu'elle s'était construit dans sa tête. Elle a posté un message dramatique sur les médias sociaux, quelque chose à propos de la trahison, des serpents dans l'herbe, de la fausse famille. Elle ne m'a jamais nommé, mais tout le monde dans notre cercle pouvait le comprendre. Pour la première fois, j'ai vu à quel point leur manipulation avait atteint. Des amis communs ont tendu la main pour essayer d'obtenir les deux versions. Quelques-uns ont même pris son parti. C'était bien.
Je n'avais pas besoin de me défendre auprès de qui que ce soit. Je me suis enterré et j'ai travaillé avec la start-up de Liam. Tout était réel maintenant. Contrat signé, systèmes intégrés, clients à bord, et les chiffres? Mieux que prévu. Nous prévoyions près de 9 000 $ par mois pour moi au cours du premier trimestre seulement. Après avoir galéré pendant si longtemps, cela me semblait surréaliste. Puis, de nulle part, quelque chose d'inattendu s'est produit. Environ 3 semaines après ce nouveau chapitre, j'ai reçu une lettre, une vraie, manuscrite, livrée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était de l'ex-mari de ma sœur. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Le divorce a été difficile et ma famille l'a pratiquement excommunié par la suite. Je n'ai jamais su toute l'histoire, seulement qu'il n'était pas le bon pour elle et qu'il avait manqué de respect à la famille. Des phrases classiques, mais maintenant il était là à m'écrire. La lettre était courte. Il a dit qu'il avait entendu parler de tout ce qui s'était passé par des connaissances mutuelles. Il a dit qu'il n'était pas surpris. C'était le même schéma qu'il avait vécu quand il était marié à ma sœur. Il a dit qu'il était sorti avant qu'il ne puisse le saigner à blanc. Et il était désolé que je ne sois pas sorti plus tôt. Puis au bas, une phrase étrange, si tu veux quelque chose de solide un jour, appelle-moi. J'aurai peut-être une meilleure place pour toi à ma table. Cette phrase m'est restée en tête. J'ai hésité pendant une journée. Puis je l'ai appelé. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner. Lieu neutre, pas de pression. Il allait mieux que ce à quoi je m'attendais. Remarié, dirigeant une entreprise de logistique spécialisée au sud de l'État. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de vif pour gérer l'une des opérations régionales, quelqu'un qui ne broncherait pas sous la pression ou ne s'effondrerait pas quand les choses deviendraient tendues. Il m'a dit qu'il avait observé ce que j'avais fait à distance, a dit qu'il respectait la façon dont j'avais géré la situation familiale, en particulier la façon dont je les avais coupés sans drame. Il avait travaillé avec des gens comme eux auparavant, savait à quel point cela pouvait devenir dangereux quand on se faisait leur plan A, B et C. Puis il m'a offert un rôle. Un salaire plus élevé, plus de stabilité, un avenir plus grand. Ce n'était pas facile de dire au revoir à la start-up. Liam avait été bon avec moi, mais nous en avons discuté. Je lui ai expliqué l'offre, l'adéquation à long terme, et comment je devais prendre des décisions maintenant avec ma santé mentale à l'esprit, pas seulement l'argent. Il a compris. Pas de rancune. Il a même offert de me présenter à des investisseurs si je voulais revenir plus tard. Ce genre de respect, je ne l'avais pas ressenti de la part de qui que ce soit dans ma famille depuis des années. À la fin de ce mois, j'avais officiellement fermé ma petite entreprise et j'avais fait la transition vers le nouveau rôle. Mon premier chèque de paie était juste en dessous de 9 000 $. Propre, gagné, à moi. Et pour la première fois depuis longtemps, mon compte bancaire ne ressemblait pas à une ligne de survie. Il ressemblait à un point de départ. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de ma famille après cela, à l'exception d'un seul message de ma mère qui disait « J'espère que tu es heureux ». Nous ne le sommes pas. Elle avait raison. Je l'étais. Une fois que les premiers chèques de 9 000 $ ont atteint mon compte, j'ai commencé à comprendre à quel point la vie pouvait être différente quand on ne calculait pas constamment combien de jours de retard un paiement pouvait avoir avant que quelqu'un ne le remarque. J'ai déménagé dans un meilleur appartement propre, calme, pas luxueux, mais il n'avait pas de robinet qui fuit ou de fumée de cigarettes incrustée dans les murs. J'ai cessé de vivre comme si j'étais à un appareil cassé de la catastrophe. Personne ne savait que j'avais fermé mon entreprise à part Liam et quelques anciens clients. Je n'ai rien posté sur le nouveau travail. Je n'ai rien partagé en ligne. Je ne me cachais pas. Je ne faisais que ne pas diffuser. J'avais appris que les bonnes nouvelles avaient une façon de devenir toxiques quand les mauvaises personnes se sentaient exclues. Mais le silence a une façon d'attirer l'attention. Et bien sûr, cela a commencé par un coup à ma porte. C'était ma mère. Je ne l'avais pas vue en personne depuis le jour où ils ont fait irruption dans ma maison à cause des vacances annulées. Maintenant, elle était là tenant un Tupperware de quelque chose, comme si nous étions voisins, pas des gens qui avaient rompu les liens à cause de 11 500 $ et d'années de manipulation. Elle n'a pas demandé si elle pouvait entrer. Elle a juste dit qu'elle était inquiète pour moi, qu'elle voulait s'assurer que j'allais bien après tout. Je n'ai pas ouvert la porte plus qu'une fissure. Je lui ai demandé comment elle avait trouvé ma nouvelle adresse. Elle a dit quelque chose de vague à propos d'une liste de cartes de Noël et de nos ressources familiales partagées qui m'ont tout dit ce que j'avais besoin de savoir.
Elle l'avait trouvé grâce à un ancien identifiant partagé ou avait fouillé dans le courrier avant que je ne mette officiellement tout à jour. Quand elle a réalisé que je ne la laissais pas entrer, son ton a changé. Elle a dit qu'il était mal qu'un fils ferme sa mère comme ça, que la famille pardonne. Je lui ai demandé si elle avait l'intention de rembourser l'argent qu'ils avaient dépensé. Elle a cligné des yeux comme si la question la surprenait. Puis elle a dit, ce n'était pas une question d'argent, Kevin. Tu en as fait une question d'argent. J'ai fermé la porte. Ce même soir, j'ai reçu une alerte de fraude de la banque. Quelqu'un avait essayé de réinitialiser le mot de passe sur l'un de mes plus anciens comptes chèques d'entreprise, un que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. Il y avait encore quelques centaines de dollars dessus, juste assez pour que quelqu'un pense que cela valait la peine d'essayer. L'email de récupération sur la tentative, une adresse liée à mon père. J'ai gelé le compte, j'ai tout changé à nouveau et j'ai déposé un rapport. Je savais que cela n'irait pas loin légalement, mais je voulais que ce soit documenté. Ce n'était pas l'argent, c'était le message. Ils essayaient de revenir. De n'importe quelle manière. Je n'ai rien entendu d'eux pendant quelques jours. Puis ma sœur m'a envoyé un texto. Tu es pathétique. Tu fuis ta propre famille et te caches derrière d'autres hommes. Celui-là m'a fait faire une pause. Je savais exactement ce qu'elle faisait, essayant de piquer la seule échymose qu'elle pensait encore blessée, que je n'étais pas assez fort pour les affronter, que j'avais laissé Liam et son ex-mari me secourir, que je ne pouvais pas bouger sans être le projet parallèle de quelqu'un. C'était tellement transparent que ce serait drôle si ce n'était pas si usé. Je n'ai pas répondu, mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Une nuit vers minuit, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne réponds pas habituellement à cela, mais quelque chose m'a dit de répondre. C'était mon frère. Il avait l'air bizarre. Fatigué. Peut-être ivre. Je ne pouvais pas dire. Il n'a pas perdu de temps. Je n'ai pas touché à tes comptes, a-t-il dit. Je me suis redressé. Quoi? Je sais ce qu'ils disent. Que j'ai aidé. Que je leur ai donné tes infos. Je ne l'ai pas fait. Je ne savais pas quoi dire. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Il n'était même pas censé être impliqué dans tout ça. Mais avec ma famille, personne n'était jamais vraiment sur la touche. Ils sont désespérés, a-t-il dit. Ils ont essayé de trouver un moyen de te faire réparer. Ils disent que tu dois à la famille d'avoir tout ruiné, d'avoir monté Liam contre nous. D'avoir fermé maman. Je lui ai demandé pourquoi il me disait ça. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit, parce que tu n'as pas tort, Kev. Tu as juste été le premier. Puis il a raccroché. Je me suis assis là à regarder le mur pendant longtemps. Pas parce que j'avais peur, mais parce que cela confirmait ce que je savais déjà. Ils n'allaient pas s'arrêter. Ils étaient incapables de s'arrêter. Ils ne voulaient pas la paix. Ils voulaient l'accès. Et maintenant qu'ils ne l'avaient pas, ils se désintégraient dans toutes les directions. Mais je n'étais plus l'atterrissage en douceur. Plus maintenant. L'appel de mon frère m'est resté plus longtemps que je ne l'aurais pensé. Je ne l'avais pas entendu aussi sobre depuis des années. Il dérivait toujours autour du chaos familial comme si cela ne l'affectait pas. Maintenant, il avait l'air de quelqu'un qui avait finalement réalisé que la tempête avait un centre, et que ce n'était pas moi, c'était eux. Je ne lui ai pas répondu. Pas alors. J'ai apprécié l'avertissement, mais j'avais d'autres choses sur lesquelles me concentrer. Le travail avec l'ex-mari de ma sœur, David, se passait mieux que prévu. Ce qui avait commencé comme un rôle d'opération régionale s'est transformé en quelque chose de plus proche d'un partenariat à part entière. Il me faisait confiance avec les comptes clés, le pouvoir de décision, même la stratégie client. En 4 mois, je ne gagnais pas seulement 9 000 $ par mois. Je dirigeais des divisions entières. La différence dans la façon dont il me traitait par rapport à ma propre famille était presque choquante. Si j'avais une idée, il écoutait. Si j'avais besoin de ressources, il les trouvait. Si je disais non à quelque chose, c'était respecté. Pas de voyage de culpabilité, pas de manipulation en douce, juste des affaires faites correctement. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de devoir m'excuser d'être intelligent ou prudent ou de protéger mon temps. Je pensais que ça allait être la fin de l'histoire, mais ce ne l'était pas. Une nuit, je suis rentré tard d'un dîner avec un client. Quand je suis entré dans le couloir de mon immeuble d'appartement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon paillasson avait disparu.
Au début, j'ai pensé qu'il avait peut-être été emporté par le vent. Mais la chose suivante que j'ai vue m'a fait m'arrêter net, une note manuscrite glissée sous ma porte. Pas d'enveloppe, pas de nom. Tu ne peux pas effacer ton sang. Ce n'était pas signé, mais je n'avais pas besoin de signature. Je savais qu'il avait écrit. L'écriture était familière. C'était de mon père. J'ai déposé un rapport auprès de la sécurité de l'immeuble. Ils ont examiné les images. Rien d'utile. Quiconque l'avait laissé avait attendu un angle mort dans la caméra du couloir. Typique. C'était tout pour moi. J'ai changé mon numéro de téléphone, j'ai obtenu une boîte postale, j'ai mis à nouveau un gel sur mon crédit et j'ai mis à jour tous les mots de passe, y compris ceux que je n'avais pas touchés depuis des années. Puis j'ai fait quelque chose que je ne m'attendais pas à faire. J'ai rencontré Liam. Nous ne nous étions pas parlé depuis un moment, juste un message occasionnel. Il était passé à autre chose, voyait quelqu'un de nouveau, et allait bien. Mais il restait quelqu'un en qui j'avais confiance. Nous nous sommes assis pour prendre un café et je lui ai tout raconté, la note, la tentative d'accès au compte, la visite non sollicitée de ma mère, l'appel de mon frère. Il a écouté attentivement. Puis il a dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Tu sais quelle est la partie la plus effrayante? Il pense toujours que c'est temporaire, que tu vas finir par céder. Je lui ai demandé ce qu'il ferait. Il s'est penché en arrière et a dit, tu as des options maintenant. Levier, influence, pouvoir. Il déteste ça, mais il le respecte aussi, même s'il ne l'admet jamais. Ça m'est resté. Je suis rentré chez moi cette nuit-là et j'ai commencé à écrire une lettre, pas à eux, à moi-même, une liste de tout ce qu'il m'avait pris au fil des ans. Pas seulement de l'argent, de l'énergie, du temps, de la paix, des opportunités, de la confiance. Puis j'ai écrit une deuxième liste, tout ce que j'avais gagné depuis que je les avais coupés. Quand j'ai terminé, j'ai réalisé quelque chose de simple, je ne leur devais rien, pas même de la colère. Alors, j'ai fait une dernière chose. J'ai appelé mon avocat et je lui ai demandé de rédiger quelque chose de simple mais hermétique, une mise en demeure formelle. Je l'ai fait livrer à chacun d'eux individuellement. Mes parents, ma sœur, même mon frère. Ce n'était pas agressif, juste clair. Tout contact supplémentaire, direct ou indirect, entraînerait des poursuites judiciaires. Je ne bluffais pas. Ils n'ont pas répondu. Pas un mot. Et juste comme ça, le bruit s'est arrêté.